C'est quand même un coup de tonnerre, ces accusations, Bélir-Nabli. Est-ce que ça vous surprend ? Non, pas du tout, pour deux raisons. D'abord parce que ce ne sont pas des révélations en tant que telles. Vous l'avez dit vous-même, Israël met la pression sur l'UNRWA de manière régulière, lancinante, pour des accusations variables. Là, on est quand même par rapport à des accusations plus précises, alors qui ne devraient pas viser l'agence en tant que telle, mais des employés. Et donc, une enquête indépendante devrait nous permettre d'en savoir plus. Ils ont déjà été renvoyés, donc la sanction a été prise, mais il y a un décalage avec le fait de considérer que c'est l'agence de l'ONU qui a aidé le Hamas. Il y a un décalage entre donc le fait que certains des employés aient pu participer au massacre du 7 octobre et de l'autre mettre en accusation la responsabilité collective de l'agence en tant que telle. Donc il y a un petit décalage. Oui, mais ça veut dire que l'ONU n'a pas été assez regardante sur le profil de ses employés. On est quand même dans un rôle important et stratégique dans cette région. Oui, vous avez raison. D'où l'intérêt d'une enquête pour vraiment déterminer les responsabilités de toute nature. Et puis vous avez une mise en perspective de cette affaire. Lorsque je vous dis que je ne suis pas très surpris, c'est parce qu'il y a aussi une question de timing. Ce qu'on nous présente comme des révélations intervient finalement au lendemain d'une décision historique de la Cour internationale de justice qui a souligné l'existence d'un risque de génocide à Gaza, mettant donc en cause la responsabilité directe de l'armée israélienne dans son comportement à Gaza, dans la mesure où il existe, encore une fois, un risque de génocide. C'est une accusation extrêmement grave. Et dans l'espèce d'argumentaire de défense, côté israélien, il y a cette tentative précisément d'essayer de mettre en avant une autre affaire, un autre événement international. Oui, mais ça, l'ONU le sait qu'elle est visée par ces accusations depuis des années. Là, elle a franchi un cap en écartant 12 employés, ce n'est pas rien. Et tous ces pays qui décident de suspendre leur financement, la France qui pour l'instant gèle son financement, ça veut dire que cette fois-ci, il y a des éléments qui sont beaucoup plus probants. Oui, encore une fois, je vous ai dit, si des employés sont concernés et doivent être poursuivis, ils devront l'être à la suite d'une enquête. Le problème, c'est la réaction aussi des États en question qui ont décidé de suspendre leur aide. Ils sont en contradiction avec leurs obligations internationales, ils sont en contradiction avec la raison d'être de l'agence. Je m'explique. Sans l'UNRWA, Gaza s'effondre définitivement. Gaza connaît déjà une situation de catastrophe humanitaire. La famine est devenue une réalité pour des milliers de Gazaouis. Sans cette aide, sans cette agence, on bascule dans une réalité apocalyptique. Or, en suspendant cette aide, il y a une manière aussi du côté des États occidentaux, puisqu'il s'agit d'États occidentaux, de conforter la décision de la Cour internationale de justice, parce que indirectement, elle les met en cause. Dès lors qu'il y a un risque de génocide à Gaza, il faut aussi porter un regard non seulement sur Israël, mais aussi sur ses alliés, puisque Israël est fourni en armes par les États-Unis, mais aussi par la France, et que il est tout à fait intéressant de souligner un aspect dans les réactions suite à cette décision. Vous avez une décision importante, historique. Quelles sont les réactions ? Aucune, pratiquement. Israël continue ses opérations, et côté des chancelleries occidentales, on prend acte, mais on ne réagit pas. Là, on a affaire à des révélations présentées par Israël sur l'UNRWA. Le lendemain, le jour même, ses alliés décident, par contraste, de réagir fortement en suspendant l'aide humanitaire, alors même que, côté onusien, on souligne l'état de catastrophe humanitaire. Ce décalage-là, au niveau des réactions occidentales, ne fait que nourrir, finalement, une espèce de spectacle auquel on assiste depuis le début, je dirais même au regard des réactions par rapport à la guerre en Ukraine, à savoir des réactions à géométrie variable, en fonction de nos alliances, en fonction de nos intérêts. On va poursuivre ce débat parce qu'il y a beaucoup de réactions, je vois, en plateau. Je voudrais qu'on fasse un détour rapidement, Bélir-Nabli. Oui, juste pour établir vraiment le lien entre la décision de la Cour internationale de justice et cette affaire, c'est que dans la mesure où la Cour souligne le risque de génocide, elle a également proposé des mesures conservatoires, c'est-à-dire des obligations auxquelles Israël doit se soumettre pour éviter le génocide. Parmi ces mesures, permettre l'aide humanitaire, permettre que l'aide humanitaire aux Gazaouis soit effective.
Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est exactement le contraire au regard du mécanisme ou du jeu de domino qui prend forme sous nos yeux. Donc, encore une fois, c'est au-delà, vous voyez, même des questions de politique internationale à géométrie variable, c'est aussi notre rapport au droit international qui est de plus en plus questionné. Le fait de l'appliquer en fonction de nos intérêts, à la fin, nous ne sommes plus crédibles. Nous ne sommes plus crédibles. Et le fait de ne plus être crédibles, ça nous rend moins forts, y compris dans la guerre face à Poutine, face également au président chinois, qui justement nous accuse d'être précisément... vous faites le lien avec la Russie, Bélir Nabli.